Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Et je suis ravie d'accueillir cette semaine Laurent Bentata. Bonjour. Bonjour. Tu es directeur général de Stage Entertainment France et aussi, donc c'est un producteur de comédie musicale et aussi patron du théâtre Mogador. Tout à fait. Alors donc, au sommaire de l'émission, tu auras d'abord donc, la séquence David rencontre Goliath et tu feras face à une start-up, tu verras qu'elle est un peu dans le même milieu et vous pourrez discuter de vos sujets en commun. Je suis donc Goliath. Voilà, normalement. On pourra en discuter, mais ensuite tu as la séquence en coulisses où là on va vraiment plutôt parler de ton parcours et ton rôle de dirigeant et un peu tes multiples casquettes. Et on terminera par l'interview chrono qui est là une série de questions-réponses assez rapides. Donc voilà, merci encore d'avoir accepté l'invitation et on va pouvoir passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui te fait face, c'est donc Shop Ta Place, application d'anti-gaspi culturel. Et je suis ravie d'accueillir son cofondateur, Idriss Salvi. Bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors est-ce que c'est quoi alors? C'est un Too Good To Go, mais façon culture voilà. Totalement, c'est assez simple à expliquer, vous l'avez très bien fait. C'est un Too Good To Go, le modèle Too Good To Go appliqué à la culture. Donc les places invendues des salles de spectacle à petit prix et en dernière minute. Et le but, c'est donc venir permettre aux salles d'écouler leurs places invendus et aux consommateurs qui ont des problématiques de pouvoir d'achat aujourd'hui, d'accéder à de la culture à prix réduit. Appli et site internet? Seulement une application aujourd'hui sur Apple et Android. D'accord. Alors Laurent, est-ce que tu connaissais ou pas Shop Ta Place? De nom, puisque j'ai vu quelques brèves passer récemment, donc, et puis ça nous rappelle un modèle qui existe déjà, mais en physique, qui s'appelle le kiosque. C'est ça. Donc c'est la version digitale. C'est ça, totalement. Ouais. Ça existe encore d'ailleurs, les Je kiosques? pense. Un seul, le kiosque de la Madeleine, mais c'est le dernier survivant. Ouais. Il y en avait plusieurs avant, il n'y en a plus qu'un, le dernier bastion. C'est ça. Ça se fait plus du tout en France, en Europe? En tout cas, chez les nouvelles générations, ça se fait plus. Déjà que ça se fait pas trop aujourd'hui d'aller au théâtre pour les nouvelles générations, même avec les offres digitales qui peuvent exister aujourd'hui. Alors se déplacer en kiosque en dernière minute pour aller voir si on a une place gratuite, enfin place à petit prix, peut-être à l'autre bout de Paris. Non, c'est une consommation qui se fait plus aujourd'hui. Les jeunes, ils veulent voir sur leur téléphone et peut-être aller chercher ce qu'il y a le plus proche de là où ils se trouvent aujourd'hui, à ce moment-là, chez eux, ou peut-être de leur travail. Chez vous, comment les gens réservent un spectacle, par exemple, pour le théâtre Mogador? C'est principalement, on va direct sur le site ou c'est plutôt par des... Sur le site du Roi Lion, directement pour le Roi Lion et sur Mamma Mia, directement pour Mamma Mia. Donc oui, c'est plus de 60%. Sur notre site directement. Je pense qu'en plus, le Covid a changé un peu la manière de consommer et d'acheter les billets, puisque les gens se sentent plus à l'aise sur le site officiel, on va dire, même si on travaille très bien avec la FNAC et autres Ticketmaster. Mais c'est vrai que c'est sur notre site qu'on accueille le plus grand nombre de nos spectateurs. Et vous travaillez avec qui, vous? Aujourd'hui, on travaille avec de beaux noms. Le Théâtre Actuel La Bruyère, qui a beaucoup de pièces primées au Molière. On a aussi le Grand Point Virgule, le Point Virgule, le République, le Bourville, qui sont des belles institutions aujourd'hui à Paris, mais qui souffrent quand même, comme tous les acteurs du marché aujourd'hui, d'invendus. Des statistiques un peu qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est entre 20 et 50% de places invendues par représentation. Voilà, c'est des représentations tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et donc il y a des créneaux creux. Et ces créneaux aujourd'hui, ces invendus, ils vont plutôt vers les 50% que vers les 20%. Et si on prend des statistiques, une estimation basse, c'est plus de 300 000 places qui resteraient vendues chaque mois, rien qu'à Paris. Et donc il y a un vrai marché. Et la problématique, c'est que le public est vieillissant, qui ne se renouvelle pas. Et donc il faut aller chercher les jeunes et leur montrer que la culture peut être abordable, alors que ce soit financièrement, mais pas seulement, mais aussi abordable, et que la culture, c'est pas seulement du Molière, du Shakespeare, c'est des comédies super drôles qui sont aussi bien peut-être qu'une série Netflix. Mais aujourd'hui, il faut venir chercher les spectateurs parce qu'on est dans une génération où on est bombardé d'informations, d'offres, et donc on va plus les chercher par nous-mêmes. Il faut qu'on le ramène, et donc c'est le principe de Shop Ta Place aujourd'hui, c'est sa mission, c'est venir amener un nouveau public dans les salles de spectacle. Sinon, malheureusement, dans 20-30 ans, le monde de la culture, le monde du spectacle vivant, il sera peut-être plus là. Vous avez des problèmes d'invendus ou pas du tout, non?
Pour l'instant, non. J'ai pas une vision aussi catastrophique que ça sur l'avenir du théâtre. Non, c'est important de toute façon de s'occuper de nos futures générations. Mais nous, on s'y attelle autrement, même si le prix est un des paramètres. Mais c'est pour ça qu'on a des tarifs à partir de 25 euros, par exemple, sur le Roi Lion. Là, bien sûr, ça peut aller jusqu'à 100 euros. On a la chance d'avoir un théâtre où on voit très bien de partout. Mais on y travaille aussi sur des opérations avec les scolaires. Donc, alors le théâtre va maintenant être, comme le président de la République l'a voulu, bientôt comme un cours dispensé dans les écoles. Donc ça, c'est une très bonne chose pour reconnecter le théâtre, et c'est vrai, avec cette jeune génération. Mais ça passe par des œuvres, et je pense qu'on a beaucoup d'œuvres actuellement à Paris, faites notamment par des jeunes, parce qu'il y a des jeunes metteurs en scène qui voient le jour et qui arrivent et qui bousculent un peu justement les codes. Je pense notamment à Big Mother au Théâtre des Béliers, qui est un spectacle incroyable, qui est construit comme une série télé d'ailleurs, et surtout donner envie aux gens de se dire que on est dans un monde de l'écran, mais que le théâtre justement propose autre chose, genre dire un monde sans filtre, un monde live, un monde direct où l'émotion elle est directe, elle est perceptible et elle est là. Donc on a un travail à faire pour préparer l'avenir, préparer nos futurs spectateurs, mais ça passe, pour moi en tout cas, par d'autres choses, même si le prix est un paramètre, mais c'est à nous de réfléchir sur les conditions d'achat, sur les conditions d'accès, sur les conditions aussi de nos théâtres. Il faut que nos théâtres soient adaptés pour ces jeunes générations qui n'ont, et c'est vrai, pas l'habitude de pousser une porte d'un théâtre, mais ça passe par l'œuvre et par les œuvres qu'on doit développer pour leur donner envie. Ouais, l'offre, elle est là aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, il y a des œuvres très jeunes et où on va, c'est pas du théâtre forcément intellectuel, c'est du théâtre où on va venir rigoler pendant 1 heure et demie, mais voilà, il faut montrer à ces nouvelles générations, à ces personnes qui n'ont pas encore poussé la porte d'un théâtre, que ça existe, parce que ça existe déjà, et là n'est pas le problème, c'est vraiment faire connaître et dire que ça existe. Et là, vous avez eu beaucoup de crises quand même ces dernières années. Oui, on est un peu spécialiste Voilà, dans la gestion de j'allais crise, dire, voilà, est-ce que nouvelle crise, nouvelle solution, c'est... On ressort, de toute façon on est un peu résilient, c'est un terme à la mode aussi, mais on ressort toujours, on essaye, dans le milieu de la culture, tous les acteurs ressortent toujours un peu plus gonflés, on n'a pas le choix, de toute façon on doit continuer, donc les grèves, les manifestations, les attentats, le Covid nous ont permis justement de réfléchir, de nous repositionner, de repenser, même si on garde l'essence même de notre activité, on est là pour offrir de l'émotion. Nous sommes des vendeurs d'émotions, nous sommes des conteurs d'histoire et des vendeurs d'émotions, donc ça il ne faut pas l'oublier. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, je pense que tout le reste et tout ce qui navigue autour doit être construit et travaillé par rapport à ça. Alors juste un petit mot, c'est quoi vos objectifs 2024 ? L'objectif 2024, c'est étendre notre offre. Aujourd'hui, on a une vingtaine de théâtres partenaires, mais c'est continuer à l'étendre. C'est aussi étendre l'offre culturelle. Aujourd'hui, on est sur du théâtre, du spectacle vivant, mais c'est aussi des concerts, du cabaret, des pièces un peu plus spectaculaires comme le Roi Lion peut-être. Essayer de gagner un peu plus du marché parisien là-dessus, et ensuite se déployer aussi dans le reste des villes françaises. Il y a des très belles offres dans des villes comme Lyon, Lille, Marseille ou Bordeaux, et plein d'autres que je n'ai pas citées. Et c'est rendre petit à petit et la petite pierre à l'édifice pour rendre la culture un peu plus accessible. Super, merci beaucoup Idriss. Merci à vous, Charlie. Et on va pouvoir passer maintenant à la séquence en coulisses. Donc, en 91, tu as 23 ans. Ça remonte un petit peu. Et tu as produit et tu écrivais à l'époque avec ton ami et complice Bernard Bitan ta première comédie musicale, donc, qui s'appelle Le sel et le miel. C'était quoi le déclic ? Alors le déclic exactement, j'étais animateur en colonie de vacances pour la petite histoire, et on avait des ados un peu difficiles à gérer. Et le directeur nous a dit ça va plus là, les soirées c'est compliqué, donc vous devez écrire une comédie musicale ou un spectacle, peu importe. Et on a pensé et écrit ce spectacle qui a énormément plu, en se disant en rentrant on va prendre une salle. Donc on a loué le théâtre Trévise, une petite salle de 200 personnes. Et puis avec le bouche à oreille et tout, ça a pris. Puis on a joué pendant plusieurs dizaines d'années dans l'Europe entière, on a tourné. Donc voilà, c'était le début d'une belle aventure et d'un beau succès.
Mais alors après, tu arrêtes complètement et tu rentres dans le groupe Lagardère. Alors là, autre salle, autre ambiance. Ouais, j'ai arrêté d'être saltimbanque et j'ai décidé d'être un peu plus sérieux et de me consacrer à ma formation, qui est plus marketing et commercial, et de rejoindre le groupe Lagardère. Voilà. Et là, c'était plutôt côté la branche radio, quoi. J'ai commencé en presse, plus exactement, et ensuite radio. Donc oui, je suis un homme de médias, j'adore les médias, j'adore la radio, la télé aussi, mais la radio aussi, avec Europe 1, notamment à l'époque, directeur des opérations spéciales. Et donc, c'est après que tu reviens, j'ai envie de dire, dans le milieu et que donc, tu rejoins Stage Entertainment France en 2006, alors responsable de la promotion des partenariats, puis directeur marketing commercial. Et enfin, en 2012, tu es nommé directeur général. C'est quoi, selon toi, un peu les compétences indispensables pour être producteur ? C'est très complexe. C'est une question qu'on pose souvent, mais c'est complexe parce que je ne sais pas si on est producteur ou on le devient. Après, les prédispositions, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit sur un peu tous les domaines, puisqu'il faut maîtriser à la fois la finance, l'artistique, bien sûr. Et puis être dans l'empathie, parce qu'on gère plusieurs corps de métier, notamment technique, artistique, marketing, finance, RH. De l'événementiel. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de travailler parce que c'est un travail qui s'arrête jamais. On travaille 7 jours sur 7, 24, enfin pas 24-24, mais presque. C'est-à-dire que mes premières équipes arrivent à 7h, 8h du matin et les dernières partent à 1h, 2h du matin. Donc, alors, je suis pas là tout le temps, mais ça veut dire qu'il peut toujours se passer quelque chose et qu'il faut être disponible et très impliqué. C'est-à-dire, c'est quoi un peu... Alors, tu vas peut-être pas avoir de journée type, mais ça ressemble à quoi un peu ? Je me lève très tôt, je dors très peu et j'arrive au bureau vers 8h30 et je ne pars pas avant 21h, 21h15. Voilà ma journée type, en tout cas en termes d'amplitude horaire. Et après, tu rencontres qui ? C'est qui un peu avec qui tu... Je suis un peu le chef d'orchestre, je coordonne un peu toutes les équipes, donc s'assurer qu'au niveau finance tout va bien, qu'au niveau marketing, avec mon directeur marketing Olivier Lazzarini, on puisse travailler, avancer. En plus, c'est un domaine que je connais bien parce que je l'ai été avant, donc on échange beaucoup là-dessus, mais à tous les domaines, à la production, les problématiques qu'on peut avoir avec les artistes, avec les techniciens, être très présent. J'essaie d'être là au moins un soir pour aller voir les artistes à la fois au Théâtre Mogador pour le Roi Lion, mais au Casino de Paris pour Mamma Mia. Et puis, entre septembre et février, j'avais aussi Spamalot au Théâtre de Paris. Donc, je faisais le tour du quartier. On me voyait courir entre le Théâtre de Paris, le Casino de Paris et le Théâtre Mogador. Oui, vous n'êtes jamais sur un seul... Quand j'en ai plusieurs, non. Quand j'en ai plusieurs, l'idée, c'est de tourner parce que c'est important de voir les gens. On fait un métier où il y a de l'humain, beaucoup d'humain. D'ailleurs, c'est souvent une aventure humaine, ce que je dis. Donc, il faut voir les gens parce que les artistes, tous les jours, pour eux, c'est une première. Tous les jours, ils se mettent nus devant le public, c'est le cas de le dire. Et enfin, ils sont vraiment en connexion directe avec le public. Donc, c'est bien d'être là, c'est bien de les soutenir parce que c'est un métier à la fois extraordinaire quand on le voit, mais c'est un métier qui est très, très, très exigeant, notamment le métier de la comédie musicale qui réunit tous les arts de la scène. Donc, c'est un esthétique très, très exigeant. Et c'est dur de gérer des artistes. Ça peut être dur par moment. On a des conflits, on a des explications. Je pense que ce qui est important, c'est d'être dans l'empathie, encore une fois, d'être ouvert, à la fois ferme, parce qu'il faut quand même fixer une règle. Quand vous avez une troupe de 49 artistes sur le Roi Lion et 150 personnes qui travaillent tous les soirs, quand vous avez 30 artistes sur Mamma Mia, il faut à la fois être là, écouter, diriger, expliquer les choses. Et je pense que c'est important d'être transparent, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit aussi, parce que je pense que c'est pour ça que c'est une relation humaine, mais comme n'importe quelle relation humaine que vous avez avec quelqu'un, dans n'importe quel domaine d'activité, je pense que c'est important d'être transparent, de pouvoir regarder les gens dans les yeux et leur expliquer quand ça va pas, d'une manière polie, et quand ça va aussi de valoriser. C'est un peu le rôle d'un chef d'entreprise, je pense. Oui. Et alors, j'ai lu un petit peu que tu faisais un peu ton marché, entre guillemets, quand tu vas à Broadway, qui est un peu le cœur là-bas des comédies musicales. À quelle fréquence tu y vas ? Comment est-ce qu'en fait, après, tu te promènes ? Enfin, comment ça se passe ? J'y vais en général une ou deux fois par an, en sélectionnant. Là, je dois partir normalement peut-être en juin, juillet. J'identifie les nouveaux spectacles. En général, il y a des spectacles qui ouvrent entre janvier et avril. Donc je vais voir, puis je rencontre du monde là-bas. Il y a nos plus gros partenaires sont là-bas, Disney par exemple, la branche théâtre de Disney est là-bas à New York, à Broadway. Donc je vais les rencontrer parce qu'on travaille beaucoup avec eux, avec leurs équipes, et je vois des producteurs, des directeurs de salles, et surtout je vois des spectacles. Donc, et en fonction de ça, après, il faut se projeter, se dire est-ce que ce spectacle peut marcher en France ? Est-ce qu'il y a un public pour ça ? Est-ce qu'il a les arguments et des éléments créatifs, techniques
pour séduire un public français. Donc tu en as quand même produit beaucoup aujourd'hui, enfin quand même pas mal de comédies musicales. Et est-ce qu'il y a maintenant, il y a un playbook un petit peu, une fois que tu as repéré la pièce, tu dis que c'est bon, c'est quoi un petit peu les marches à suivre? L'idée, c'est que j'ai cette idée, j'ai envie, j'en parle avec les équipes, et puis on regarde au niveau déjà à la fois production, savoir si c'est réaliste et réalisable dans le théâtre qu'on a identifié. Donc par exemple Mogador, est-ce que la scène peut accepter tout ça? Au niveau marketing, on fait des études avant sur les intentions d'achat éventuellement d'un titre, c'est-à-dire qu'on prend un spectacle et on le teste. On teste non seulement sur la notoriété spontanée, mais aussi en montrant des images, puisqu'on a la chance d'avoir des spectacles qui existent, quand ils existent à Broadway, de montrer ces images et de voir comment les gens réagissent. Est-ce que ça leur donne envie? Donc, est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'il y a une intention d'achat? Donc, on a un classement. Après, on arrive à regarder nos spectacles. Alors, c'est pas une valeur sûre. C'est pas le seul élément de comparaison. Je donne un exemple. Quand on a fait avant de faire Les Producteurs, qui a été l'un des plus gros succès de la saison dernière à Paris, on a fait 2 ans. L'étude ne montrait pas une véritable appétence. Mais on a réussi dans notre marketing, dans la collaboration avec l'un des plus grands metteurs en scène et meilleurs metteurs en scène actuels sur Paris, qui s'appelle Alexis Michalik, à créer quelque chose, à créer une dynamique. Donc voilà, on prend des éléments, on regarde l'analyse, enfin une analyse financière. Il faut que le spectacle soit aussi rentable. Derrière, il puisse dégager quelque chose, parce on fait un métier, on est un théâtre privé, on est un producteur privé, on n'a pas de subvention ou très peu. Donc il faut que ce qu'on génère comme résultat sur un spectacle nous permette de financer l'autre, de payer nos factures, de payer nos salariés et nos actionnaires. Et quand un spectacle commence, après tu penses déjà au suivant, ça se passe comment? Moi, il faut que j'ai au moins 2-3 ans d'avance, quoi. Parce que on est sur des grosses machines. Un spectacle comme Le Roi Lion, ça se décide 3-4 ans avant, parce que il y a des décors. Encore une fois, il y a 150 personnes qui travaillent sur ce show, donc il faut anticiper. En général, c'est une anticipation, oui, de 2-3 ans. Là, je travaille déjà sur 2026, 2027, 2028, quoi. Et donc tu gères aussi, on le disait, le théâtre Mogador. Est-ce que c'est pareil? C'est quoi? C'est gérer aussi plein de problématiques humaines, au final, gérer un théâtre? C'est plein de choses. C'est-à-dire qu'on a j'ai la chance d'être producteur et directeur de théâtre, donc de maîtriser le contenu et le contenant. Donc les deux sont liés. C'est-à-dire que si on ne met pas les gens dans les meilleures dispositions quand ils rentrent dans le théâtre, par l'accueil, par la propreté, par les produits qu'on propose, les gens arrivent dans le spectacle, déjà ils arrivent stressés, quand on sait ce qui se passe dehors à Paris, notamment dans les grandes agglomérations pour circuler et autres. Quand ils arrivent, nous on est là pour leur ouvrir une bulle de déconnexion, pour être décontracté et se sentir bien, mais il faut que nos équipes soient là. Donc la gestion d'une salle, oui. Et puis la salle, c'est un investissement permanent. On investit beaucoup d'argent chaque année pour que le théâtre reste dans son jus, dans cette qualité. Et il y a 2 maîtres mots en général à Mogador, c'est élégance et convivialité. C'est ces 2 valeurs sur lesquelles on joue. On travaille pour que le public, on les accueille dans les meilleures conditions, à la fois sécurité, mais avec le sourire. Parce que des fois, malheureusement, par moments, c'est pas souvent inné, ou en tout cas lié, mais ça l'est. Et toi, tu vas à chaque fois à la première représentation? Il y a un peu des... Oui, je suis toujours à la première, mais je suis là tous les soirs. Moi, j'ai la chance, notamment avec Le Roi Lion, j'ai le spectacle, j'ai mon bureau dans le théâtre où il y a le spectacle. Donc, je ne pars jamais le soir sans passer avec les équipes d'accueil à 8 heures pour voir, puisque j'aime bien aussi regarder directement comment ça se passe, la gestion des bars pour optimiser tout ça, le service, la gestion du merchandising, la propreté. Après, il faut aimer ça. J'ai ce côté un peu commerçant et pas commercial. Commerçant, c'est pas du tout la même chose. On est des petits artisans, même si c'est une grande maison qui accueille 1600 personnes, qui fait travailler tous les soirs entre 150 et 200 personnes, mais on doit garder cet esprit d'accueil, cette volonté d'avoir toujours le sourire et d'accueillir les gens et de les raccompagner. Avant-hier, je passais juste à la fin du spectacle, à 23h, et je remarquais que mes équipes n'avaient pas assez le sourire en sortant. J'ai dit, je veux qu'on raccompagne les gens en leur ouvrant la porte, en leur disant merci et leur dire à bientôt. C'est pas grand-chose, mais pour des gens qui ont payé 80 €, c'est le minimum et c'est la moindre des choses. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fidélise les gens et qu'on leur donne envie de revenir au théâtre. Et c'est quand même un univers où il y a quand même beaucoup de contraintes extérieures, il peut arriver plein de choses dans une journée. Ça, toi, ça te booste ou ça te stresse? Non, ça me booste. Après, la problématique, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut toujours être en éveil, il faut toujours être prêt à affronter l'imprévu.
mais on commence à connaître beaucoup d'imprévus. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues, j'ai pas envie de les voir, mais on a une équipe, l'idée c'est de s'entourer. Moi j'ai une équipe extraordinaire à Mogador, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont passionnés, impliqués, créatifs, parce qu'il faut être créatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est confronté à une problématique, il faut trouver une solution la plus créative possible et la plus adaptée à la situation. Et c'est donc, il y a beaucoup de métiers, comme tu disais, donc les gens sur scène, mais aussi tout autour. Donc, tu es un peu un chef d'orchestre, mais c'est quoi, on veut dire, tu as ton style de management? Assez participatif, assez ouvert. Je gère les problèmes. Quand il y a un problème, je le gère. Pour moi, les gens viennent dans mon bureau, on ferme la porte et quand ils en sortent, le problème doit être réglé. Avec le sourire, on peut tout se dire avec respect. Donc c'est mon management. Je suis très présent. Je suis très présent, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on peut être présent et ne pas déléguer. Je délègue un maximum. Je fais confiance, mais je contrôle, bien entendu. C'est un peu les deux, mais très participatif, très ouvert, je pense. Alors, il y a 1 million de personnes, de spectateurs qui sont venus à Mogador pour voir le Roi 1,2 million maintenant déjà. 1,2 million. Voilà, on va remettre à jour. C'est quoi le plus dur? C'est atteindre le million ou aller atteindre peut-être les 10 000, 100 000 premiers? Non, le plus dur, c'est de se dire que tous les soirs, pour les spectateurs, c'est la première. Ouais. Et c'est ce que je dis aux artistes, n'oubliez pas la première représentation que vous avez jouée du Royaume, vous étiez stressé, mais vous aviez une dynamique, une énergie. Cette énergie, vous devez la trouver tous les soirs. C'est ne pas tomber dans la routine. Parce que le spectateur, encore une fois, quand il vient, c'est sa première. Donc il faut le respecter. C'est ça le plus dur, c'est pas de faire 10 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 1 million. Bien sûr, on est très content de tout ça. Mais c'est de conserver la qualité du spectacle. Notre seul argument et notre seul vecteur de communication et de vente, en tout cas le plus important, c'est le bouche à oreille. Donc si on est sur une pente descendante et on ne s'assure pas d'être derrière les artistes, on répète encore. Même on a ouvert le show en septembre cette saison, on répète encore. On est toujours là. On a des rapports artistiques tous les soirs. Je reçois, mais au même titre que les Américains qui ont créé le spectacle, on reçoit un rapport, on sait ce qui s'est passé dans le show. Donc on a un contrôle qualité. Mais ce qui est normal vis-à-vis des spectateurs. Alors tout se passe pas effectivement toujours très bien. Alors j'ai lu le projet de comédie musicale Mary Poppins qui a été avorté, c'est ça, début 2010. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que à ce moment-là tu dis qu'est-ce que je vais pas refaire, voilà, qu'est-ce qu'on va éviter pour ne pas retomber dans cette situation? On l'a résolu quasiment puisqu'on a lancé un casting de Mary Poppins. Alors on n'a pas décidé de date encore là, mais on a fait un casting pour essayer de trouver Mary Poppins. En gros, on a eu du mal en 2010 de trouver les 4 rôles principaux. Donc, avec les Anglais, avec Cameron McIntosh, qui gère ce spectacle, on n'arrivait pas à le convaincre sur les artistes qu'on trouvait. Donc, c'est pour ça qu'on a annulé à un moment donné. Là, on n'a pas fixé de date, mais on a travaillé sur le casting et on a trouvé. En tout cas, j'espère. Ça a été validé. Donc, a priori, on est bon. Mais aujourd'hui, de toute façon, on n'a pour l'instant pas de salle parce que le Roi Lion continue. Oui. Ok, bon, on attendra de voir ça. Est-ce que tu voudrais, toi, recréer, écrire à nouveau une comédie musicale un jour où là, de toute façon, plus le temps Pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup le temps, mais moi, je prends beaucoup de plaisir dans mon métier de producteur. Des fois, je sais qui m'avait posé la question un jour, mais tu vas pas être sur scène? Non, c'est pas mon métier. C'est bien, les anglo-saxons ont bien compris ça, de bien répartir les rôles. C'est-à-dire que on est producteur, on n'est pas comédien, de ne pas mélanger ça. Et en France, par moment, des fois, on trouve des metteurs en scène acteurs, des metteurs en scène chorégraphes. C'est bien d'avoir des experts. Moi, j'ai pas la prétention de croire et de dire que je suis comédien. Je suis pas comédien. Auteur, je l'ai fait une fois. Je suis pas sûr d'être vraiment disposé à ça. Moi, mon métier, c'est de trouver les meilleurs talents et de les faire jouer ensemble. Et comment est-ce que tu progresses à chaque fois, d'année en année, et que tu arrives à garder... En essayant de s'interroger, de se questionner à chaque fois. Et de se dire qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Donc on ne perd jamais, on apprend. Et donc tu sais, ça appartient donc tu es dans un grand groupe en fait, toi tu es sur la filiale française. Est-ce que du coup, comment ça se passe? Tu arrives à avoir assez de liberté, tu apportes ta touche, voilà. Oui, on apporte notre touche, la preuve, les producteurs n'étaient pas forcément un spectacle qui avait fonctionné dans les autres pays et mon actionnaire, quand j'ai évoqué ce nom au début, était plutôt contre, donc je l'ai vraiment convaincu. Alors il y a du reporting, c'est normal, on a un actionnaire américain mais avec une délégation aux Pays-Bas qui est le comité exécutif, on va dire.
Mais on a la possibilité de, moi, de gérer mes équipes, de recruter mes équipes comme je l'entends, de travailler comme je l'entends, avec un cadre commun, un canevas commun, sur des valeurs à l'entreprise, sur des prédispositions notamment sur tout ce qui est diversité et inclusion, sur tout ce qui est RSE notamment, pour être positionné là-dessus, mais comme le sont la plupart des grandes entreprises et les petites. C'est quoi de la RSE chez vous? RSE, c'est faire attention à ce qu'on consomme, par exemple éviter le plastique notamment, avoir des réflexes au niveau de l'environnement, mais au niveau social vis-à-vis de nos salariés, encadrer au maximum. Et c'est tout ce qui est diversité et inclusion rentre là-dedans. On a fait énormément de choses en diversité et inclusion ces derniers temps. On a même une personne qui s'en occupe quasiment à plein temps pour justement accueillir des publics empêchés. Donc on fait des séances pour notamment les malvoyants, malentendants ou aveugles ou malvoyants, donc aussi avec des séances incroyables qui mobilisent toutes nos équipes et qui sont assez incroyables. On fait aussi beaucoup de choses au niveau social pour accueillir des gens justement qui ne peuvent pas se permettre peut-être d'acheter des billets de spectacle. Donc on a lancé à l'initiative de notre directeur marketing Olivier Lazzarini un principe qui était sur le modèle du principe du café suspendu en Italie. Donc on a fait le billet suspendu et la possibilité aux gens de venir, d'acheter un billet, d'en acheter un deuxième. Alors le deuxième, c'est nous qui le mettons en place avec des associations, pour des associations, avec des sponsors comme le CIC qui est notre partenaire et qui permet de subventionner, d'offrir des billets à des associations et des gens qui ne peuvent pas malheureusement avoir accès à la culture et au théâtre. Okay. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et on va pouvoir passer à l'interview chrono. Alors, quelle est la dernière comédie musicale à laquelle tu as assisté? Sunset Boulevard. C'était pas à Paris. À Londres. À Londres, ouais. Et alors, très difficile, mais ta comédie musicale préférée? Tu as peut-être une, allez, deux, tu peux... Cabaret, Billy Elliot. D'accord, merci. Plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? Instagram. Est-ce que tu peux me citer, alors peut-être une entrepreneuse, une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire? Oula, quelle question difficile. Une ou Oui, un? une. Ah, alors, une. C'est fait exprès. C'est Oui. fait exprès. Oui, pour qu'on mette en avant plus de femmes. Alors, les femmes avec lesquelles je travaille, non, j'en ai peu, malheureusement. Donc, non, j'en ai pas en tête tout de suite là. Mais je pourrais dire Julie Taymor qui a créé le Roi Lion. C'est pas une entreprise, mais c'est elle qui a créé le Roi Lion. Et je pense que je suis très très impressionné par ce qu'elle a fait. Si tu devais écrire une comédie musicale, quel thème tu choisirais? L'amitié. Quelle est l'application que tu utilises le plus? LinkedIn peut-être, si on peut appeler ça une application, ou c'est un réseau social, mais LinkedIn. Bah oui, mais en fait on est Même si j'ai dit que je préférais Instagram, mais LinkedIn aussi. Quand même très utile. Est-ce que tu as un de tes meilleurs souvenirs au Théâtre Mogador? Oui, le meilleur souvenir, c'est quand on a réouvert le théâtre après l'avoir fermé pendant 1 an à cause d'un incendie. Et on a réouvert avec Grise, mais pendant 1 an, j'ai vécu quasiment seul dans le théâtre. On était fermé et le théâtre était mort. Ce que j'appelle mort, parce que pour moi, un théâtre sans public, c'est un théâtre qui ne vit pas et donc qui est mort. Et quand on a réouvert, je me rappelle, je descendais de mon bureau et j'ai eu un choc en entendant le bruit simplement du public qui arrivait. Et j'avoue que j'ai été pris d'une certaine émotion. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et donc, on va se quitter forcément avec une musique du Roi Lion interprétée par les comédiens que tu produis à Mogador. Merci, à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.